Fin aujourd'hui de la deuxième session de la Cour d'assises de Bamako au titre de l'année 2012, entre autres décisions, des condamnations avec emprisonnement ferme et des acquittements. En 2013, la CMDT prévoit en produit 193 milliards de francs CFA et en charge 188 milliards. Autre ambition de la structure, la mise en place d'une stratégie de commercialisation du coton. À l'instar des autres pays du monde, le Mali a célébré aujourd'hui la Journée internationale des migrants. Cette édition intervient au moment où notre pays traverse une période difficile de son histoire. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Premier conseil de cabinet à la primature, le Premier ministre Django Sissoko a présidé ce matin la rencontre qui a regroupé les ministres. Une rencontre pleine d'ambiance, de retrouvailles pour ceux qui faisaient déjà partie de l'ancienne équipe et joie de faire partie du gouvernement pour les ministres entrants. Telle était l'atmosphère qui régnait au début de ce premier conseil ce matin, mais rien n'a filtré de cette rencontre. Voilà une rencontre à la primature présidée par le Premier ministre Django Sissoko, le premier conseil de cabinet à la primature. Voilà, les opérateurs économiques du Mali sont prêts à jouer leur partition dans la crise qui traverse notre pays. Pour le mieux-être de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, les nouvelles autorités de cet établissement entendent engager des réformes dans ce sens. C'est ce qui ressort de l'audience que le président de l'Assemblée nationale par intérim a accordé ce matin aux membres du collège transitoire. Nous écoutons son président, Mamadou Teini Konaté. À sa sortie d'audience, il est au micro de Daouda Sidiki Diarra. Nous sommes venus le voir d'abord, c'est une des plus hautes institutions de notre pays. Et la Chambre de commerce, en tant qu'établissement public à caractère professionnel qui vient de connaître une nouvelle gouvernance, devait rencontrer normalement toutes ces hautes institutions pour leur faire part de principalement trois choses. Premièrement, leur affirmer que malgré la situation sécuritaire et politique de notre pays, le monde des opérateurs économiques est décidé à jouer sa partition jusqu'au bout. Une deuxième raison, c'est de lui faire part de notre volonté de transformation institutionnelle à la Chambre de commerce pour la mettre à l'abri des dérives que nous avons connues. Et une troisième raison, c'est de lui faire part de notre vision de la collaboration directe que le monde des affaires doit avoir avec l'Assemblée nationale pour que des lois pertinentes conformes aux intérêts du monde économique puissent être élaborées sans qu'il en résulte des troubles postérieurement. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Thiemman Hubert Koulibaly, a été reçu ce matin par son homologue français, Laurent Fabius. Les deux personnalités ont échangé sur la crise malienne, notamment le vote de la résolution pour le déploiement d'une force internationale ainsi que les conditions de dialogue avec les groupes armés non terroristes. Le ministre a par ailleurs eu une séance de travail avec la conseillère africaine du président de la République française, Thiemman Hubert Koulibaly. À l'issue de cette rencontre, est au micro de Magamfine Konaté. Nos échanges ont essentiellement porté d'une part sur nos relations bilatérales et avec en toile de fond les questions relatives à la crise qui secoue notre pays. Et aussi sur un autre plan, nous avons évoqué quelques questions bilatérales, multilatérales, toujours liées à la crise malienne, notamment l'agenda que nous avons à l'Organisation des Nations Unies pour la résolution visant le déploiement d'une force internationale pour assister l'armée malienne. Il faut aller vite pour obtenir cette résolution. C'est aussi la position de la France. Le gouvernement français fournit beaucoup d'efforts. La mission diplomatique de la France qui est à l'ONU et celle du Mali travaillent de manière conjointe et totalement solidaire pour l'obtention rapide de cette résolution. Et au cas où le Mali n'obtient pas cette résolution, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez décider d'aller en guerre seul ou alors vous allez revenir à la case de négociation? D'abord, le Mali est déjà en guerre. Donc, quand on dit qu'on va décider d'aller en guerre, nous sommes déjà en guerre parce que notre pays a été agressé.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous n'envisageons pas que cette résolution ne soit pas votée. Nous n'envisageons pas cela, car simplement, ce ne serait pas logique. Et ce serait aller à contresens de l'histoire. Les Nations Unies ont déjà voté 2 résolutions concernant la situation au Mali. Quelle est la position de la France par rapport à cette négociation avec les groupes armés? Nous avons évoqué cette question avec monsieur le ministre Laurent Fabius. La France soutient évidemment toute action ayant pour objectif qu'un dialogue intermalien puisse se faire. C'est ce que nous voulons faire aussi. Nous avons dit qu'il faut poser des préalables au dialogue et après engager un dialogue qui éventuellement, s'il est fécond, s'il est équilibré, s'il est responsable et sincère, peut nous amener à discuter de questions relatives au développement et à l'aménagement du territoire pour que toutes les communautés du Mali puissent vivre en harmonie. Cela dit, il faut que ceux avec qui nous allons parler sachent choisir entre le terrorisme et la nation, entre l'extrémisme et la nation, qui choisissent entre le Mali et l'aventure. L'ambassadeur du Royaume d'Espagne au Mali est en fin de mission. Lourdes Melendez Garcia vient de recevoir la médaille d'officier de l'Ordre national du Mali. Signalons que le volume de la coopération entre l'Espagne et notre pays a atteint 27,5 milliards pour le programme en cours sur la période 2009-2012. Compte rendu, Moïse Traoré. Au nom du président de la République, la médaille d'officier de l'Ordre national du Mali à titre exceptionnel est remise à Madame l'ambassadeur du Royaume d'Espagne au Mali. Au terme d'un séjour de plus de 4 ans et après avoir vécu les événements de mars 2012, la diplomate considère la crise au Mali comme une opportunité pour rebondir. C'est pour cela que je souhaite que le nouveau gouvernement qui vient d'être nommé pourra rassembler les Maliens, tous les Maliens, et qu'une feuille de route pourra être achevée dans les meilleurs délais. L'Espagne est prête à accompagner le Mali dans l'effort sécuritaire au sein de l'Union européenne à travers la mission d'entraînement des forces armées maliennes approuvée récemment au sein de l'Union européenne. Les secteurs de concentration de la coopération espagnole sont le développement rural, la santé et la formation professionnelle. Des relations hissées à un niveau satisfaisant avec des exemples. L'augmentation du volume de la coopération qui a atteint 27,5 milliards de francs CFA pour la période 2009-2012. Le doublement dans le domaine de l'assistance humanitaire de l'aide apportée par le Royaume d'Espagne à hauteur de 2 millions d'euros. Outre les chefs de représentation diplomatique et d'organisations internationales, 4 membres du gouvernement étaient conviés au déjeuner. Au courrier départ de la présidence, ce message de condoléances du président de la République par intérim aux serviteurs des 2 saintes mosquées, Abdallah Ben Abdul Aziz Al Saud, président du Conseil des ministres roi d'Arabie Saoudite. Message de condoléances ainsi libellé. C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès de M. Cheikh Mohamed Boun Abdallah El Soubel, grand imam de la mosquée, survenu le 17 décembre 2012. En cette douloureuse circonstance, je voudrais exprimer à votre majesté et au peuple saoudien, au nom du peuple malien, de son gouvernement et à mon nom propre, ma profonde compassion et mes condoléances les plus émues. Je salue la mémoire de l'illustre disparu et prie qu'Allah le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Je vous prie d'agréer les assurances de ma très haute considération, le président de la République par intérim, Dioncounda Traoré. Autre message de condoléances, toujours par rapport à cette disparition, le président du Haut Conseil économique du Mali, le bureau exécutif, les présidents des associations et organisations islamiques, les guides et leaders religieux musulmans et toute la Oumma du Mali ont appris avec consternation le décès du grand imam de la Sainte Mosquée de la Mecque, Cheikh Mohamed Abdallah Soubaïli. Présente à Sa Majesté le roi d'Arabie Saoudite, serviteur des 2 lieux saints, au peuple et à la famille de l'illustre disparu, leurs condoléances les plus attristées. Et prie Allah le Tout-Puissant pour le repos de son âme.
Le président du Conseil économique, social et culturel a rencontré cet après-midi le chargé du programme des Nations Unies pour le développement au Mali. Jamil Bitar et Maurice De Wulf ont échangé sur les voies et moyens d'organiser des assises sur la relance de l'économie nationale. Le représentant du PNUD, qui a salué l'initiative, a pris bonne note de cette proposition du Conseil économique, social et culturel. Voilà, vous le voyez. Voilà, le président du Conseil économique, social et culturel qui a rencontré cet après-midi le chargé du programme des Nations Unies pour le développement du Mali. Jamil Bitar et Maurice De Wulf ont échangé sur les voies et moyens d'organiser des assises. La Cour d'assises de Bamako vient de boucler sa deuxième session au titre de l'année 2012. Sur les 70 affaires au rôle, 68 ont été tranchées. Entre autres décisions prises par la Cour, des condamnations avec emprisonnement ferme, la peine de mort et des acquittements. 2 affaires ont été renvoyées à la prochaine session. Le point, c'est avec Sirabadjili. Après 3 semaines d'examen, la Cour d'assises de Bamako a rendu son verdict concernant les 70 dossiers qui lui avaient été soumis. Ainsi, 68 affaires ont été jugées avec des condamnations allant de la peine de mort à des acquittements. Il faut ajouter des remboursements ordonnés et des dommages-intérêts alloués. Les 2 autres affaires ont été renvoyées à la prochaine session. La première raison par rapport à l'un des dossiers, c'est que la Cour avait ordonné que les suppléments soient ordonnés. Malheureusement, ces suppléments n'ont pas été correctement faits et nous entendons les faire pour la session prochaine. La Cour a ordonné des remboursements de sommes d'argent d'environ 200 millions. Ce n'est pas peu dur en ces moments de crise. Ce n'est pas dire que cet argent va tomber directement dans l'escarcelle de l'État, mais quand même c'est de l'argent dû. Donc ça veut dire que c'est quand même assez important. Parmi les décisions de la Cour d'assises, celle qui a retenu l'attention est bien la peine de mort. Les avocats sont revenus sur cette question et estiment qu'elle doit être rangée dans les archives judiciaires. Malheureusement, il y a eu 4 condamnations à mort. Comme le disait tantôt le représentant du barreau, au moment où on se bat pour qu'on supprime la peine de mort, c'est un débat dans notre pays, où des moratoires sont ordonnés dans d'autres pays. Nous sommes encore à condamner et nous avons 4 condamnations à mort. C'est assez regrettable, mais c'est dû au fait qu'il y a eu beaucoup de crimes de sang, ce qui est regrettable. Et c'est dire donc qu'il y a encore des efforts à fournir à ce niveau-là. Les cas de vol, de meurtre ont été commis pour la plupart par des jeunes, ce qui fera dire au premier président de la Cour d'appel de Bamako que les parents doivent jouer leur rôle en famille pour faciliter la tâche à la justice. Justice qui a les tiroirs remplis chaque année de ces cas d'infraction et c'est pourquoi la Cour d'assises prévoit pour 2013 6 sessions au lieu de 4. Nous restons avec la justice. Le ministère de la Justice a participé à la réunion du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA qui s'est tenue du 13 au 14 décembre 2012 à Cotonou au Bénin. Le Conseil des ministres de l'OHADA a procédé à la nomination de notre compatriote M. Boubacar Sidiki Diarra, magistrat conseiller technique au ministère de la Justice en qualité de directeur des affaires juridiques, de la documentation et de la communication de l'OHADA après un appel international à candidature. Notre pays vient d'être honoré par cette désignation qui démontre la qualité des ressources humaines de notre pays et la responsabilité dont il continue à jouer sur le plan international. Ouverture ce matin de la 71e session du conseil d'administration de la CMDT Holding. L'exercice, qui est purement budgétaire, prévoit pour 2013 un produit 193 milliards de francs CFA et en charge 188 milliards. La session permettra aussi de peaufiner la stratégie de la bonne commercialisation du coton produit et fera la même occasion le point des activités de la 70e session tenue le 12 juin dernier. Reportage Modibo Mariko. Une session toute particulière que les administrateurs de la CMDT Holding placent sous les signes de la croissance retrouvée. La bonne production du coton est au rendez-vous et pourrait même battre des records cette année comparé à la campagne écoulée. En produits, globalement, nous sommes aujourd'hui à 193 milliards de produits total pour 188 milliards de charges totales. Donc c'est une session qui sera bouclée avec un résultat net positif de 5 milliards pour la compagnie, 5 milliards. Comparé à l'année dernière, ce qui était 7 milliards, bon, la différence est essentiellement due au cours.
Après l'embellie, le défi qui se pose est celui de la réussite de la commercialisation. Un défi dont les responsables ont pris la mesure déjà en posant quelques actes. Nous avons passé plus de 135 000 tonnes de coton-graine, donc largement au-delà de nos objectifs. Et le paiement coton a parfaitement démarré dans la zone aujourd'hui. Nous avons payé plus de 15 milliards de francs CFA. Donc c'est un paiement qui dépasse toutes nos attentes. Je pense qu'aujourd'hui, sur l'ensemble de la zone, la campagne a parfaitement démarré. Si le budget de produits et de charges dégage bien sûr 5 milliards de résultats, nous avons prévu aussi un vaste volet d'investissement pour plus de 2 milliards 6 avec comme objectif de renforcer notre parc industriel. Pour la campagne 2013-2014 déjà, nous sommes en plein préparatif. Les intrants pour cette campagne sont en train d'être livrés. Et l'objectif pour nous va être un minimum de 500 000 tonnes, sinon plus. Ciel nuage dans un ciel éclairci, les cours du coton sur les marchés internationaux qui connaît une baisse. Pas d'inquiétude nous rassure les PDG. Les dispositions prises permettront de générer 8 milliards de francs CFA de bénéfices, des sommes qui, une fois investies, placeront les géants cotonniers définitivement sur orbite pour la campagne 2013-2014. Sur un tout autre plan, la communauté internationale a fêté aujourd'hui, 18 décembre, la journée internationale des migrants. Instituée par les Nations Unies, la journée vise à promouvoir les droits des personnes déplacées. Cette édition intervient au moment où notre pays traverse une période difficile de son histoire avec l'occupation des régions du Nord, une édition qui a pour thème migration forcée et droits de l'homme, quelle protection et assistance pour les réfugiés et les personnes déplacées. Reportage Adama Kodjo. Depuis janvier 2012, notre pays est victime d'une agression sans précédent perpétrée par des groupes armés. Cette situation a amené des milliers de personnes à quitter les septentrions maliens, d'où la particularité de la célébration de cette journée instituée en décembre 2000 par les Nations Unies. Il s'agira pour chacun de nous de promouvoir au courant de cette journée l'assistance et la protection à l'endroit de nos compatriotes réfugiés dans les pays voisins et les déplacés à l'intérieur du pays. Placé sous les signes de la paix retrouvée et de l'unité du pays, le thème retenu pour cette année est « Migration forcée et droits de l'homme, quelle protection et assistance pour les réfugiés et les personnes déplacées ?» Pour le conférencier, l'État a consenti beaucoup d'efforts afin d'aider les déplacés. Et il faut en fait également que le nouveau gouvernement qui vient donc d'être mis en place effectivement prennent en charge la mise en œuvre et de ces droits. Et c'est pour cette raison que lors de la conférence ici, nous avons estimé que le budget 2013 doit effectivement tenir compte de ces nouvelles situations. Le conférencier a regretté l'ignorance des textes relatifs aux droits des déplacés par bon nombre de personnes. Les questions de l'assistance ont surtout porté sur l'application des conventions liées à la protection des femmes et des enfants lors des conflits armés et les conditions de vie des déplacés. Auparavant, la troupe d'eau avait présenté un sketch pour déplorer les conditions de vie difficiles de ces déplacés. Série de passations de services dans plusieurs départements ministériels au ministère de l'Énergie et de l'Eau entre le sortant Alpha Bokar Nafo et le nouveau ministre Makanliou Tunkara. Même cérémonie au ministère du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme entre Diallo Fadima Touré et David Sagara, le nouveau ministre de ce département. Passation de service également au ministère de l'Éducation, de l'Alphabétisation et des Langues nationales entre Adama Ouane, le ministre sortant, et Bokar Moussa Diarra, précédemment ministre de la Promotion des langues nationales et de l'instruction civique. Le Forum pour un autre Mali, Forum en partenariat avec Red Africa et le Centre Amadou Ampateba, a mis à profit la Journée mondiale des migrants pour procéder aujourd'hui à la clôture de la 7e édition de Migrance 2012. Cette édition s'inscrit dans un contexte de crise économique, financière, institutionnelle, politique, humanitaire et sécuritaire sans précédent au Mali. Elle vise entre autres à cerner le lien entre les retours forcés des travailleurs émigrés dans le cadre de la transition en cours. Agibou Koulibaly. Le Mali est un pays de vieille tradition migratoire. Les mouvements observés concernent tous les continents, mais depuis 2005, le Mali est confronté aux conséquences désastreuses des migrations irrégulières. Face à cette situation, le Forum pour un autre Mali et ses partenaires ont initié cette 7e édition des Migrances pour informer et sensibiliser les populations sur les risques de la migration irrégulière. Si nous regardons de près, l'immigration
est l'une des premières expressions de la faillite du modèle des politiques économiques que nous avons mis en œuvre. Cette faillite s'est traduite par le chômage. Depuis la décennie 80, aucune famille malienne n'a été épargnée par le chômage chronique, endémique. L'immigration, suivant le point de vue où on se passe, fait partie à la fois du problème et des solutions. Il faut résoudre effectivement des problèmes ici, des problèmes au nord aussi, et que le fait de partir, de migrer ne soit plus une telle horreur et puis pose autant de problèmes à l'arrivée. Au cours de cette journée, plusieurs victimes de comportements racistes, d'exactions et d'atrocités liées à la guerre en Libye ont témoigné sur les conditions pénibles de leur retour forcé et de l'extrême difficulté de leur réinsertion au Mali. Ce que nous, on a vécu, on le sait, ça a été une expérience, mais ça a été une expérience pour nous. C'est-à-dire, la solution n'est pas là-bas. Il faut qu'on se mette en tête que la solution, c'est chez nous. Les solutions aux problèmes posés par la migration irrégulière ne résident pas uniquement dans les campagnes de sensibilisation sur les risques encourus par les migrants. Ces campagnes doivent être accompagnées par des projets de développement des zones de départ des migrants et par une politique d'ouverture de la part de nos partenaires du Nord et la création d'opportunités de travail pour les Maliens. La migration ailleurs en Afrique, à l'instar des autres pays du monde, le Sénégal a célébré également le 18 décembre la journée internationale des migrants. Dans le pays de la Teranga, le rêve de l'Europe continue d'habiter de nombreux jeunes. El Hadj Diaw, 23 ans, est originaire de Kaolack, au centre-ouest du Sénégal, à près de 190 km de Dakar. Il travaille comme mareyeur depuis 6 ans au quai de pêche de Yarar, un quartier de la périphérie de la capitale sénégalaise. À ses heures perdues, El Hadj retrouve ses collègues pour des discussions parfois passionnées sur l'émigration clandestine. Nombreux parmi ces jeunes ont frôlé la mort en tentant de rejoindre les côtes européennes. Nous savons que c'est dangereux, et même très dangereux. Il peut arriver que la pirogue se fissure au beau milieu de la mer et beaucoup de gens perdent leur vie. Certains sont traumatisés à jamais parce qu'ils ont vécu en mer. Même s'ils échappent à la mort, ils gardent des séquelles. Mais notre objectif reste d'atteindre l'Europe. Malgré les risques qu'il encourt, El Hadj est déterminé à prendre les embarcations de fortune pour allier l'Europe. Pour faire ces voyages de la mort, il est prêt à payer entre 400 et 600 000 francs CFA, soit 2 à 3 fois le salaire d'un agent de la fonction publique par personne, au profit des passeurs sans scrupules. Nous sommes certains que la réussite sociale et économique se trouve en Europe. Nous travaillons depuis plusieurs années ici sans aucun résultat. Mis à part le fait d'être mariés, nous n'avons ni maison, ni voiture, et nous n'avons même pas de compte bancaire. Selon l'association Horizon Sans Frontières, qui s'active dans la défense, l'intégration et l'orientation des migrants, en 20 ans, il y a eu plus de 15 000 morts en Méditerranée. Un chiffre qui est loin cependant de décourager El Hadj Diaw, dont le rêve de l'Europe est devenu presque obsessionnel. L'actualité sur le continent toujours nous conduit successivement en Afrique du Sud avec la réélection du président Jacob Zuma à la tête de l'ANC pour 5 ans, en République démocratique du Congo où l'ancien chef milice Mathieu Ngudjolo a été acquitté par la CPI, et nous terminerons par les futures négociations entre Kampala et les rebelles du M23. Mais nous commençons par l'Afrique du Sud. Le président sud-africain Jacob Zuma a été facilement reconduit pour 5 ans à la tête du Congrès national africain, l'ANC. Son élection par les délégués du Congrès de son parti lui ouvre la voie pour briguer un nouveau mandat à la tête de l'État en 2014. L'autre vainqueur de ce congrès est incontestablement l'ex-syndicaliste Cyril Ramaphosa. Il avait quitté l'ANC après l'instauration de la démocratie et s'était tourné vers les affaires où il a brillamment réussi. Cyril Ramaphosa devient vice-président du parti et se place pour succéder un jour au chef de l'État, Jacob Zuma. L'ancien chef de milice congolais Mathieu Ngudjolo a été acquitté ce mardi par la Cour pénale internationale de crimes contre l'humanité et crimes de guerre, faute de preuves. L'accusation n'a pas pu prouver qu'il avait dirigé l'attaque en 2003 d'un village du nord-est de la République démocratique du Congo. Attaque qui a fait plus de 200 morts. Mathieu Ngudjolo avait été arrêté en février 2008, puis transféré à la CPI.
C'est le premier acquittement prononcé par la Cour qui n'avait à ce jour mené qu'un seul procès à terme, celui d'un chef milicien congolais, Thomas Lubanga, condamné à 14 ans de prison. Les négociations vont pouvoir enfin commencer à Kampala entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. Le dialogue engagé entre les frères ennemis congolais sous la médiation ougandaise devait se terminer aujourd'hui. Il a été prolongé jusqu'au 31 décembre prochain. Les belligérants ont commencé à établir l'ordre du jour qui devrait comporter 2 points. L'évaluation des accords du 23 mars signés en 2009 avec la rébellion du CNDP et un dossier portant sur la sécurité et la gestion socio-économique du pays. Kinshasa insiste pour que la constitution du pays soit scrupuleusement respectée. Retour à l'actualité nationale dans le cercle de Yanfolila, les agents de santé communautaire qui constituent le premier palier de la pyramide sanitaire ont une bonne presse auprès des populations. Les ASC ont pour rôle de dépister les cas de paludisme simple, de prendre en charge les nouveau-nés et de faire la sensibilisation sur la planification familiale. Une mission conjointe de l'UNICEF et Save the Children est arrivée pour évaluer et superviser le travail sur le terrain. Constat, diminution de la mortalité néonatale. Envoyés spéciaux à Sikasso, Drissa Traoré et Adama Djimde. La ville de Selengue en 3e région est une zone de barrage et de riziculture, donc un milieu de paludisme endémique où sévissent également les infections respiratoires aiguës avec leur corollaire de décès d'enfants à bas âge. Pour remédier à la situation sanitaire déplorable, l'UNICEF et Save the Children ont trouvé un palliatif. Ce n'est autre que la formation, l'entretien et la dotation en médicaments des agents de santé communautaire ASC. Je suis là à soigner les enfants de 0 à 59 mois contre le paludisme simple, la diarrhée, malnutrition modérée et les soins simples au nouveau-né avec des PF aussi. Bon, il y a des kits gratis. Comme Quartem sont gratis, CSRO aussi sont gratis, mais paracétamol c'est à vente. Une vingtaine sillonne les 7 aires de santé du district sanitaire de Selengue, comme c'est le cas ici à Kwana et à Tchenkouruni. Les ASC ont une bonne presse auprès des populations. Ils ont pour rôle de dépister et de prendre en charge les cas de paludisme simple et de sensibiliser sur la planification familiale. 40% des besoins en santé sont couverts par ces derniers à la satisfaction des populations. Avec l'arrivée de l'agent de santé communautaire, les maladies telles que la diarrhée, la polio, la toux et la méningite ont beaucoup diminué. Sa venue a été avantageuse pour nous. Au CESCOM de Tanga, la rencontre a permis aux différents chefs de village de magnifier le rôle important des ASC. Pour les responsables du centre de santé de référence de Selengue, la contribution des ASC est plus que déterminante. Ça nous a permis, de façon globale, l'amélioration de nos indicateurs. Ça, c'est surtout le premier aspect. Le second aspect, ça permet aussi de rapprocher les soins auprès des communautés. Donc, les 2 facteurs essentiels et qui partent d'approche de soins au niveau des communautés, ça a pu réduire la mortalité maternelle et puis néonatale. Les bénéficiaires sont déjà dans une logique futuriste pour la pérennisation des acquis. Le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile rappelle aux citoyens que l'utilisation des pétards et aux autres feux d'artifice est formellement interdite sur toute l'étendue du territoire national. Dictée par le contexte sécuritaire du pays, cette mesure vise à éviter toute confusion que le bruit des pétards pourrait créer dans les villes. Les contrevenants s'exposent à des sanctions. Le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile s'est compté sur la bonne compréhension des uns et des autres. Environ 5 millions de francs CFA, c'est la somme que les Maliens vivant en Italie ont donné pour solidarité. La Banque africaine de développement ont décidé d'offrir à la population touchée par la crise. La somme a été reçue ce matin par la Croix-Rouge malienne et le représentant de l'artiste Aminata Ouassiye qui a entamé des quêtes à travers une soirée dans le but de donner des fournitures aux élèves déplacés. Le représentant de la Banque africaine pour le développement a profité de cette cérémonie pour annoncer l'engagement de la BAD à mettre à la disposition du Mali une somme de 500 millions de francs CFA pour soulager les souffrances de ces populations.
Le projet Amélioration des conditions d'accès à l'eau potable et promotion de l'hygiène et de l'assainissement à Kati a été lancé ce matin à Sanankoroba. Ce projet, qui concerne 45 villages et 20 écoles du cercle de Kati, vise à améliorer la qualité de vie des enfants, des jeunes et des femmes. 15 forages équipés, la mise en place de 45 comités de gestion d'assainissement et 20 clubs d'hygiène dans les écoles sont prévus par la réalisation de ce projet. Compte rendu, Rachel Tessougué. D'un coût total d'environ 492 millions de francs CFA, le projet Amélioration des conditions d'accès à l'eau potable et promotion de l'hygiène et de l'assainissement à Kati concerne 45 villages et 20 écoles du cercle de Kati. Ce projet, qui s'étendra sur 3 ans, vise à améliorer les conditions de vie dans ces villages à travers la réalisation d'infrastructures d'eau et d'assainissement. Ce projet prévoit 4 axes fondamentaux. Il y a d'abord le renforcement des capacités et la redynamisation des différentes organisations communautaires de base qui sont le comité d'eau, d'hygiène et d'assainissement, aussi les comités scolaires d'hygiène et d'assainissement. Nous voulons aussi mener des activités, surtout de réalisation de forages, pour faciliter l'accès à l'eau. Les habitants du cercle de Kati se disent ravis d'être choisis par Plan Mali dans le cadre de la réalisation de ce projet, combien important pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Un projet de cette envergure dans ces communes rurales ne serait que la bienvenue, ne serait-ce que pour vraiment protéger les enfants contre les multiples maux de ventre, maladies diarrhéiques. 40 comités de gestion d'eau et d'assainissement sont mis en place et 200 membres sont formés sur les techniques de gestion et d'entretien des points d'eau pour la bonne réalisation du projet. Restons avec les enfants à Konobougou. Ils viennent d'organiser un espace de plaidoyer par rapport aux violences qu'ils subissent. Une initiative soutenue par l'ONG Équipe de recherche et d'appui pour le développement. Une ONG qui, avec son partenaire Plan Mali, mène des activités qui impliquent les adolescents des villages de la commune de Konobougou dans le cercle donc l'application des droits des enfants. Compte rendu, Adama Koulibaly. Les enfants et les pratiques néfastes dans la commune de Konobougou, c'est le cheval de bataille de l'ONG ERAD, Équipe de recherche et d'appui pour le développement. Une lutte que les administrateurs de l'ONG mènent avec Plan Mali. Par pratique néfaste, il faut entendre l'excision, le mariage précoce des filles ou encore l'exode. Il y a aussi le travail précoce. Le phénomène touche plus les filles que les garçons, mais tous souffrent énormément de ces pratiques néfastes. Le niveau de connaissance de la population sur le respect des droits de l'enfant dans le cercle de Barouli est de 14%. Cet état de fait est aggravé par la faible implication de ceux qui subissent les violences dans la diffusion des messages les concernant. Pour sensibiliser les parents et tuteurs, l'ONG ERAD et Plan Mali ont initié des sketchs sur ces pratiques néfastes. Animés par les enfants eux-mêmes, ces sketchs ont pointé un doigt accusateur sur le rôle et la responsabilité des parents. Par cette activité, les initiateurs veulent aussi inviter les parents à envoyer leurs enfants à l'école, seul moyen pour leur éviter les pires formes de traitement inhumain. Konobougou est du cercle de Barawili. Le cercle compte plus de 40 villages et ERAD mène ses activités dans 27 de ces villages. Nuit au RTM Sikasso 2012, la salle de spectacle Lamissa Bengali a vibré au rythme de la solidarité. La soirée était dédiée à nos compatriotes des régions vivant sous occupation. Une soirée qui a vu en tout cas les artistes comme Nahawa Doumbia et le parolier du rap Milmo, Daouda Diakité. Cette édition 2012 de Nuit au RTM, la salle Lamissa Bengali de Sikasso a reçu du beau monde. Une nuit que la cellule syndicale de Sikasso a placée sous le signe de la solidarité. Une solidarité qui s'impose à tous à un moment où notre pays vit l'une des pages les plus douloureuses de son histoire. Je ne veux plus vivre sous la domination de ces hommes écervelés qui veulent rendre ma religion diabolique. Cette religion que je pratique depuis la nuit des temps. Je ne veux plus vivre dans cette logique de violence qui me met hors de moi-même. Je veux bien croire que je suis un homme libre. Sur le
le plateau musical, les menus étaient variés. La reine Didi Dadi Nahawa Doumbouya, Milmo, la troupe Starsen et Arley. Un plateau artistique auquel les ballets maliens dans l'épopée du Manding viendront apporter une touche exceptionnelle à l'événement dans une salle surchauffée. La symbolique de la nuit est très forte. Ce qui m'a particulièrement impressionné, c'est le ballet. Le ballet qui nous a retracé Sundiata, l'épopée Sundiata Keita. Aujourd'hui, ça colle bien avec l'actualité. On a vu des hommes de ce ballet qui nous ont interprété comment Sundiata il a pu libérer le Mandé. Et aujourd'hui, je pense que ça doit mériter inspiration pour guider tous les Maliennes et tous les Maliens pour la reconquête de notre territoire. Et je suis très satisfait de cette soirée et je félicite l'ORTM pour l'avoir organisée. Parce que je dirais même que si cette soirée n'était pas organisée par l'ORTM, elle serait à créer, en tout cas par tous les moyens, pour organiser des soirées comme ça en faveur des déplacés. La nuit ORTM Sikasso 2012 restera longtemps gravée dans les mémoires des populations du Kénédougou. Voilà une belle fête à Sikasso. L'association des ressortissants des régions du nord du Mali résidant à Yélimani a organisé le week-end dernier un concert géant. Les recettes serviront à venir en aide aux déplacés du nord de notre pays vivant à Yélimani. Nouhoum Kontaga. La solidarité n'est pas un vain mot au Mali. C'est pourquoi l'association des régions nord du Mali résidant à Yélimani a initié ce concert géant qui a pour objectif de générer des fonds pour venir en aide aux déplacés du nord vivant à Yélimani. C'est pour venir en aide à ces populations dans la détresse. Autrement dit, les ressources que nous allons collecter à l'issue de cette soirée serviront à acheter des vivres, des médicaments et des fournitures scolaires au bénéfice de ces populations. Cette soirée, au-delà du caractère festif, montre à suffisance la parfaite intégration de la communauté du Nord vivant au niveau de Yélimani. La cérémonie d'ouverture a enregistré plusieurs intervenants qui ont apprécié à sa juste valeur ce talent de solidarité à l'endroit de nos compatriotes déplacés du septentrion de notre pays. Aussi, tous avaient la même aspiration, à savoir le retour de la paix dans ces régions encore sous occupation des bandits armés. Les artistes Tchale Arbi et Tantou Balo ont ensuite tenu en haleine une foule nombreuse ayant répondu à l'appel. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci d'avoir suivi ce journal. Demain, 10h-13h, Aïssata Ibrahim Maïga. Je serai là, Inch'Allah, pour les éditions du soir. Et tout de suite, l'information va continuer sur notre chaîne. Tout de suite, le journal des formations avec Mohamed Touré. D'ici là, restez de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Bonsoir.